On continue notre collection des exercices concernant les examens proposés au baccalauréat marocain et toujours concernant la transmission de l'information génétique et les lois statistiques, c'est-à-dire la troisième unité. On va corriger les examens proposés lors de la session normale 2018 et lors de la session de rattrapage 2018 pour les sciences maths A. Et on commence par la session normale 2018, sciences maths A. Voilà donc le texte. Vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de répondre avant de commencer la correction. On vous demande premièrement, répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Petit a, définir les deux notions suivantes. Brassage interchromosomique et anomalie chromosomique. Puis en B, on vous demande de citer une différence entre l'anaphase 1 et l'anaphase 2 de la méiose. Et enfin, déterminer deux rôles de l'arbre généalogique dans la génétique humaine. Et on commence par la définition. Pour le brassage interchromosomique, on sait bien que les chromosomes, lors de la méiose, il va y avoir un brassage. Un brassage intrachromosomique et un brassage interchromosomique. On vous demande de donner une définition pour le brassage interchromosomique. Donc, vous voyez ici, les chromosomes vont se répartir différemment en fonction de leur position, bien sûr, lors des différentes phases de la méiose. Et on peut avoir soit des noirs tout seuls, des rouges tout seuls, ou un noir et un rouge, un noir et un rouge. Donc c'est ça ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Donc le brassage interchromosomique, c'est la recombinaison génétique des allèles due à une ségrégation aléatoire des chromosomes homologues lors de l'anaphase 1 et l'anaphase 2 de la méiose. Anomalie chromosomique. Alors, qui dit anomalie chromosomique dit il y a une faute ou quelque chose qui est anormal. Or, on sait que lors de l'étude des karyotypes, on a vu que pour l'humain, par exemple, il y a des chromosomes qui sont répartis en paires et il y a 23 paires, 22 paires sont des autosomes et une seule paire qui est gonosomale, c'est-à-dire responsable du sexe de l'individu. Or, si on compare le karyotype normal avec ceux-là qu'on a ici, on voit bien qu'il y a des différences. Remarquez ici, on a 3 gonosomes, c'est-à-dire X, X, Y. Là, on a seulement un seul, X. Donc, bien sûr, il y a ici une anomalie numérique. Il peut y avoir soit un surplus, soit un moins. De même, au niveau des chromosomes autosomaux. Remarquez ici, on a le chromosome 21 et on a 3. C'est la trisomie 21. De même, au niveau de ce type-là, on a l'absence d'une partie du chromosome. Donc, il y a une délétion d'une partie du chromosome. Donc, il y a une anomalie structurale à ce niveau-là. Donc, une anomalie chromosomique est une modification du nombre ou de la structure des chromosomes, soit gonosomaux, soit autosomaux, qui apparaît sur le karyotype. Petit b, citer une différence entre l'anaphase 1 et l'anaphase 2 de la méiose. Remarquez ici la méiose. Et on a ici la première division, c'est-à-dire la division réductionnelle, et la deuxième qui est la division équationnelle. Pour l'anaphase, on a deux anaphases, l'anaphase 1 et l'anaphase 2. Donc, ce qu'on peut dire comme différence, les chromosomes ici sont toujours bichromatidiens, alors qu'ici, ils sont monochromatidiens. Là, le nombre de chromosomes est haploïde, là aussi, il est haploïde. Donc, comme différence, la réduction chromatique, c'est-à-dire le passage de 2N à N chromosomes lors de l'anaphase 1, séparation du chromosome homologue sans division du centromère lors de l'anaphase 1, c'est-à-dire que le chromosome est toujours bichromatidien. Le maintien du nombre de chromosomes, c'est-à-dire le passage de N à N chromosomes, c'est-à-dire N chromosomes à N chromosomes, c'est-à-dire lors de la division équationnelle, c'est-à-dire dans la phase 2, et la séparation des chromatides de chaque chromosome par division du centromère lors de l'anaphase 2. C'est-à-dire là, les centromères sont toujours présents et les chromosomes sont liés à ce niveau-là de centromère, alors que ici,
les deux chromatides du même chromosome se sont séparés grâce bien sûr à la division du centromère. Donc vous pouvez donner deux de ces réponses. Déterminer deux rôles de l'arbre généalogique dans la génétique humaine. Remarquez ici un arbre généalogique. Alors qu'est-ce que nous permet cet arbre généalogique? Bien sûr, on peut déterminer, c'est-à-dire si la maladie ou le gène est dominant ou récessif, et si ce gène est lié à un autosome, c'est-à-dire porté par un chromosome autosomal ou par un chromosome sexuel. Donc, deux rôles, l'arbre généalogique, il permet d'identifier l'allèle dominant ou l'allèle récessif, reconnaître le type de chromosome porteur, c'est-à-dire il est le chromosome sexuel ou le chromosome autosomal, déterminer les génotypes des individus, et aussi on peut calculer la probabilité d'apparition d'une maladie chez les descendants d'une famille. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de production les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Premièrement, dans le cas de deux gènes liés, le crossing over, qui permet la diversité génétique des gamètes, se produit lors. Remarquez ici, lors de la première division de la méiose, c'est-à-dire la division réductionnelle, on constate qu'il y a un crossing over. Et cela, bien sûr, après la phase G2 ou la phase, c'est-à-dire l'interphase. Donc, c'est la prophase 1. Alors, lors de la prophase 1 d'une cellule mère des gamètes homozygotes, non, c'est-à-dire la cellule mère, elle ne peut pas être homozygote. S'il est homozygote, on ne peut pas observer de crossing over, même s'il se produit. De la prophase 1 d'une cellule mère des gamètes hétérozygotes, possible. De la prophase 2, non. De la prophase 2, non. Donc c'est B. Deuxièmement, la méiose donne. Alors voilà donc la méiose. Qu'est-ce qui nous donne une méiose? 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Donc, 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde, oui. 2 cellules diploïdes à partir d'une cellule mère diploïde, non. 4 cellules diploïdes, non. 2 cellules haploïdes à partir d'une cellule haploïde, non. Donc, c'est A. La maladie héréditaire autosomale liée à un allèle dominant s'exprime chez un individu. Alors, remarquez ici ce pédigré. Elle présente bien sûr une maladie héréditaire autosomale liée à un allèle dominant. Donc, s'exprime chez un individu. Donc, l'individu chez qui peut s'exprimer cette maladie. On voit ici femelle et mâle. Donc, masculin homozygote pour l'allèle récessif, puisqu'il est dominante, donc elle ne peut pas être récessif. Féminin homozygote pour l'allèle récessif, non. Masculin ou féminin porteur de l'allèle dominant, oui. Masculin porteur de l'allèle dominant sur le chromosome X, non, puisqu'on parle ici de autosomal. Donc c'est C. Le quatrième cas. Une femme porteuse d'un allèle dominant morbide qui cause la maladie sur le chromosome X transmet la maladie à C. Donc remarquez ici une femme qui est malade et qui porte l'allèle morbide. Elle peut être soit homozygote, soit hétérozygote, puisque l'allèle est dominant. Donc, elle peut transmettre la maladie à ses filles et à ses garçons. Remarquez ici, une femme qui est malade, elle transmet la maladie à ses filles, à sa fille et à son fils. Donc, garçon et mâle aux mêmes proportions. Alors, petit a, garçon uniquement, non, puisqu'on a ici une fille qui est atteinte. Fille uniquement, non. Garçon et fille à proportion égale, oui. Fille plus qu'à ses garçons, non. Donc, c'est la réponse C qui est juste. Le schéma suivant présente une phase de la méiose. Recopiez sur votre feuille de production les chiffres 1, 2, 3 et 4 et écrivez devant chacun d'eux le nom qui convient. Donc, pour vous aider, on refait ici ce schéma et on va chercher le nom pour chaque lettre. Donc là, ça représente bien sûr un étranglement. Là, on a formation d'une enveloppe, enfin des nouvelles
enveloppe ou membrane nucléaire. Là, on a un centrosome, preuve que c'est une cellule animale, et comme titre, bien sûr, c'est la télophase. Mais remarquez ici les chromosomes. Ils sont toujours formés de deux chromatides. Donc, c'est la télophase 1 de la méiose chez une cellule animale. Et ce qu'on vous demande d'écrire, voilà donc la réponse que vous devez écrire dans votre feuille de production. Maintenant, on passe à la correction, la session de rattrapage 2018. Vous avez ici le texte. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour le corriger vous-même avant de commencer la correction. Répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Définir la fécondation et l'hybridation. Citer deux rôles de la méiose dans la transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée et citer l'énoncé de la troisième loi de Mendel. Donc, comme définition, pour la fécondation, on sait que la fécondation, c'est la rencontre des gamètes, c'est-à-dire un gamète mâle et un gamète femelle, pour se fusionner et former une seule cellule appelée œuf ou zygote, qui est diploïde. La fécondation, c'est un phénomène biologique au cours duquel deux gamètes haploïdes mâles et femelles fusionnent, donnant ainsi un œuf diploïde ou zygote. L'hybridation. Donc l'hybridation, c'est le résultat qu'on peut avoir lorsqu'il y a un croisement entre deux individus différents de caractère. Et leur descendant, bien sûr, va avoir des caractères parentaux et des caractères maternels. Et l'individu obtenu va bien sûr donner des caractères parentaux, va donner des caractères du père et des caractères de la mère, donc on peut dire qu'il est hybride. Donc l'hybridation, c'est le croisement entre deux individus génétiquement différents dans le but d'obtenir une descendance ayant des caractères héréditaires des deux parents. Citer deux rôles de la méiose. Donc la méiose, la voilà. Donc on peut donner à partir d'une cellule diploïde 4 cellules qui sont bien sûr haploïdes. Donc il y a le passage de la diploïdie à l'haploïdie. Et bien sûr, elle peut donner, c'est-à-dire grâce au brassage chromosomique, des chromosomes, enfin des cellules totalement différents génétiquement les uns des autres. Donc, les deux rôles de la méiose qu'on peut citer, réduction chromatique, c'est-à-dire le passage de 2N à N, et le brassage chromosomique des allèles aboutissant à l'apparition de nouvelles combinaisons génétiques, c'est-à-dire donner des cellules totalement différentes génétiquement. L'énoncé 3, citer l'énoncé de la troisième loi de Mendel. Donc Mendel a proposé 3 lois. Les 2 premières lois sont générales, alors que la troisième loi, elle est citée pour le cas d'hybridisme indépendant, c'est-à-dire des gènes indépendants. Et il peut dire que lors de la formation des gamètes, il y a ségrégation indépendante et aléatoire des allèles, ce qui va donner bien sûr des combinaisons de même proportion. Donc, dans le cas d'un hybridisme et lors de la formation des gamètes, il y a une disjonction, c'est-à-dire une ségrégation indépendante des couples d'allèles. Deuxièmement, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a seulement une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc, au cours de la phase G1, l'interphase précédant la méiose, chaque chromosome est formé. Vous voyez ici, c'est là les mitoses. Nous, on s'intéresse à l'interphase. Et l'interphase, bien sûr, c'est une phase qui précède à la fois la méiose ou la mitose. C'est la même chose. Donc, si on voit ici la phase G1, la phase G1, la voilà. L'interphase précédant la méiose, chaque chromosome est formé. Donc, chaque chromosome est formé d'un seul brin non condensé. Donc, une chromatide spiralisée, non. Une chromatide non spiralisée, si possible. Deux chromatides non spiralisées, non. Deux chromatides spiralisées, non. Donc, c'est une chromatide non spiralisée, c'est B. Deuxièmement, chez une cellule mère contenant 2 Q d'ADN au cours de l'anaphase 1. Chez une cellule mère contenant 2 Q d'ADN.
Au cours de l'anaphase 1 de la méiose, la quantité d'ADN passe. Alors, remarquez ici, la quantité d'ADN, c'est 2Q. Et cellules mères contenant 2Q d'ADN. Donc ici, on a 2Q, et là, on va avoir 4Q. Il va se dédoubler. Et au cours de l'anaphase, on va y avoir retour à la quantité normale. Donc c'est 2Q. Donc, petit a, 2Q, AQ, non. 4Q à 2Q, oh oui. 2Q à 4Q, non. 4Q à Q, non. Donc c'est B. Puisque cette quantité-là va doubler lors de la phase de synthèse, c'est-à-dire la phase S de l'interphase, et lors de l'anaphase 1, il va y avoir retour à la quantité normale, c'est 2Q, donc c'est B. Troisièmement, dans le cas d'un test cross, l'individu du phénotype dominant dont on cherche à connaître le génotype est croisé avec. Donc un test cross, en général, c'est un croisement entre un individu à phénotype récessif, qu'on connaît bien sûr, d'après son caractère, et un individu à phénotype dominant. Ce phénotype dominant, il peut être soit homozygote, soit hétérozygote. Et enfin, bien sûr, on utilise ce test afin de déterminer la pureté de ce dernier, c'est-à-dire l'individu testé. Alors, pour nous, dans la question, dans le cas d'un test cross, l'individu d'un phénotype dominant dont on cherche à connaître le génotype est croisé avec, donc avec un phénotype qui est récessif. Donc un individu homozygote dominant, non. Individu homozygote récessif, oui. Individu hétérozygote, non. Individu hétérozygote, non. Donc c'est toujours B. Et dernièrement, dans le cas de deux gènes liés et à l'issue d'un test cross, on obtient une génération composée d'eux. Donc un test cross, dans le cas de gènes liés, c'est-à-dire le cas de dihybridisme, le test cross est utilisé pour déterminer si les gènes sont liés ou indépendants. Si les proportions qu'on obtient, c'est-à-dire les 4 proportions des phénotypes qu'on obtient sont égaux, c'est-à-dire elles ont la même proportion, les chromosomes, enfin les gènes sont indépendants. Si les phénotypes parentaux sont dominants sur le phénotype recombiné, donc les gènes sont liés. Donc on va chercher phénotypes parentaux de phénotypes recombinés à proportion égale à non, phénotypes recombinés aux proportions supérieures à celles non, phénotypes recombinés aux proportions inférieures à celles des phénotypes parentaux, oui, 100% de phénotypes recombinés. Donc c'est C. Et troisièmement, le tableau ci-dessous comporte deux groupes. Le groupe 1 présente les modifications que connaissent le nombre et l'aspect des chromosomes, alors que le groupe 2 présente quelques phases au cours desquelles ont lieu ces modifications. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro du couple 1 la lettre qui lui correspond au groupe, enfin du groupe 2. Donc remarquez ici, on parle de quel phénomène? Métaphase, donc c'est la méiose. Voilà donc la méiose. Et pour le premier cas, on vous donne ici des paires de chromosomes homologues, individualisés sous forme de tétrades. Les tétrades n'apparaissent qu'à une seule phase, c'est la prophase 1. Voilà ce qu'on appelle les tétrades, c'est l'appariement des chromosomes homologues. Donc là, c'est la prophase 1. Donc 1, ça sera combiné avec B. Deuxièmement, les centromères des chromosomes homologues sont situés de part et d'autre de la plaque équatoriale. Alors ici, on a la plaque équatoriale, donc on parle d'une métaphase. Or ici, on a deux métaphases, métaphase 1 et métaphase 2. Donc laquelle des deux est juste? Remarquez ce qu'on vous donne ici. Les centromères des chromosomes homologues sont situés de part et d'autre. Voilà, les chromosomes sont situés de part et d'autre. Voilà la plaque équatoriale et voilà le centromère du premier chromosome et le centromère du chromosome homologue. Donc de part et d'autre, c'est la métaphase 1. Donc le 2 va être combiné avec A. Troisièmement, des chromosomes individualisés, c'est-à-dire les chromosomes sont apparents, mais ils sont à deux chromatides. Donc ces chromosomes qui sont apparents et bien sûr qui sont à deux chromatides, c'est-à-dire toujours formés de deux chromatides, ne peut être qu'à la métaphase 2. Remarquez, c'est la métaphase 2. Là, voilà, la métaphase 2. Chaque chromosome individualisé est toujours formé de deux
chromatides. Donc 3, il va être combiné avec D. Et quatrièmement, des chromosomes non homologues à une seule chromatide. Les chromosomes non homologues, c'est-à-dire n'importe quel chromosome, et n'est formé que d'un seul chromatide. Ça ne peut être qu'à la télophase, donc la télophase 2. Donc le 4 est C. Donc voilà pour la correction de ces examens. Je vous laisse ici d'autres examens à faire chez vous. Voilà pour l'année 2020 Sciences Maths A. Et voilà pour la session de rattrapage, toujours pour l'année 2020 Sciences Maths A. De ma part, je vous quitte et je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.